De tous les combats auxquels il a prêté son énergie, celui pour la paix en Casamance occupe une place à part dans sa vie. La Casamance, il l'a chevillée au corps, cette belle région du sud du Sénégal qu'il a vu naître et qui est dévastée par un conflit vieux de plus de 30 ans. De son Bignona natal à Paris, Amadou Sylla a vu les gouvernements sénégalais se succéder, promettre d'en finir dans les plus brefs délais, en vain. Mais il persiste et signe, rien ne peut être fait si la vie des Casamancés n'est pas pris en compte. Bonjour Amadou Sylla. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Ayo News. Eh bien, c'est moi qui vous remercie en tout cas de m'accorder ce temps d'échange. Vous êtes le président de l'association SOS Casamance, une association qui existe depuis un peu plus de 13 ans maintenant, officiellement en tout cas. En deux mots, qu'est-ce que c'est SOS Casamance? Comme son nom l'indique, venir au secours des populations casamancaises. C'est un cri d'alarme, un cri de détresse par rapport à la situation que nous avons connue en Casamance, que tous les Casamancais connaissent, voilà, une inquiétude. Donc voilà. Okay. On va y revenir plus amplement sur le conflit en Casamance en lui-même et sur aussi les actions que vous menez concrètement sur le terrain. Mais d'abord, j'ai lu que vous avez un parcours assez intéressant, alors j'aimerais que les internautes et lecteurs d'Ayo News puissent vous connaître eux aussi, si vous en êtes d'accord. Pas de problème. Commençons par le commencement. Amadou Sylla, vous êtes né à Bignona, dans le sud du Sénégal, en Casamance. Tout à fait. Dans quelle famille êtes-vous arrivé? La famille Sylla. Alors, la famille Sylla se situe à Mangueline, pour ceux qui connaissent Bignona. Donc, c'était la famille qui se trouve en face de l'hôpital de Bignona, donc à côté du rond-point. C'est là-bas, c'est dans cette famille où je suis né, j'ai grandi. Et après... avec des frères et des sœurs, j'imagine? J'ai une famille d'une dizaine de membres déjà. Donc, je suis l'aîné de ma famille. Donc, j'ai 9 frères, 8 frères et une sœur. Donc, je suis né dans une grande famille. Vos parents, ils faisaient quoi ou ils font quoi? Alors, mes parents, mon père est un homme religieux, donc, comme on le dit, au marabout. Et puis, ma mère est ménagère, donc femme au foyer, pour parler très correctement en l'adaptant, en tout cas dans le langage d'ici. Et puis, voilà, donc on a grandi dans ces conditions. On a fait l'école coranique d'abord. Et tout le monde est passé, puisque après c'est ça, dans les familles maraboutiques. Et après, dans ma famille, beaucoup de gens n'ont pas été à l'école parce que la vocation pour mon père, c'était pas de nous amener à l'école française. Moi, j'ai étudié à l'école 2 de Bignona. Donc, j'ai école 2 et après l'école 2, donc j'ai fait l'examen, l'entrée en 6e. J'ai eu le certificat. Mais je ne suis pas allé entrer en 6e parce qu'il fallait avoir les deux. Et donc j'ai changé et donc je suis parti à l'école 4. L'école 4, c'est là-bas où j'ai eu mon entrée en 6e. Vous étiez quel genre d'élève? Les témoignages que j'ai eus de certains de mes enseignants, ils me disent, mais vous étiez un enfant très intelligent. Trop intelligent au point même de suivre le rythme normal des choses. Et donc ce qui fait que vous permettez vous étiez un peu un élève indiscipliné en quelque sorte. C'est-à-dire peut-être comprenant certaines choses fait qu'on n'a pas conscience souvent qu'il y a un cadre à suivre, il y a une discipline à respecter, il y a des procédures. Donc on était un peu rebelle entre guillemets dans notre manière de faire. Mais ça, je pense que c'était vraiment une question de fougue, de jeunesse. Est-ce que vous aviez un rêve à cette époque-là? Si on vous aviez demandé ce que vous vouliez faire plus tard, qu'est-ce que vous auriez répondu? Quand j'étais gosse, je me disais, je veux devenir journaliste, ou je veux devenir médecin, ou je veux devenir tout court, je veux être au service de la cause humaine. Je pense que ce sentiment d'enfance, finalement, s'est révélé en moi, pour la simple et bonne raison que j'ai été très tôt militant dans la défense des intérêts
de la société, de mon groupe, des amis, même depuis l'école. Vous avez fait tout votre parcours scolaire à Bignona? Tout à fait, à Bignona. Non, le bac je l'ai fait à Ziguinchor. J'ai étudié, j'ai vécu là-bas jusqu'à ce que j'ai eu mon bac. Et après, je suis parti à l'université. À Dakar? Oui, tout à fait. À quel âge, en quelle année vous êtes arrivé en France? Alors, en quelle année? Alors, je suis en France, ça fait quand même une quinzaine d'années maintenant. Et venir en France, pour moi, c'était un accomplissement quelque part. Vous êtes arrivé en France dans le cadre de vos études, c'est ça? Non, mais moi, vous savez, moi j'ai travaillé à Dakar déjà. Donc, après les études, après le bac, l'université, j'ai fait sciences juridiques. J'ai été jusqu'en licence. Après, ma situation de famille, mon père venait de décéder. Et que, étant l'aîné, c'était très compliqué pour moi, en tout cas, de suivre les choses. Parce qu'après, la pression, on dit, ah ben voilà, il va falloir que vous fassiez quelque chose. Donc, il y avait ce besoin, en tout cas, de trouver tout de suite une situation pour pouvoir venir en aide à la famille. Donc, je me suis orienté vers la formation. Donc j'ai abandonné comme ça mes études pour aller faire une formation en commerce international. Donc je fais partie de la première promotion qui en tout cas a connu à explorer cette formation parce qu'elle venait d'être nouvellement créée à Dakar, au Sénégal. Donc j'ai été faire ça pendant 2 ans. Après en BTS, j'ai quitté et puis je suis parti travailler. Donc tout de suite j'ai commencé à travailler. Aujourd'hui vous vivez donc en France où vous êtes arrivé il y a maintenant 15 ans, vous me disiez. Parlez-nous un peu de votre parcours professionnel, les expériences les plus marquantes en tout cas ici en France. Alors quand je suis arrivé ici, donc la première des choses, je me dis c'était quoi, qu'est-ce que je savais faire, c'était du commerce. J'étais commercial à Dakar, je travaillais dans ce domaine. Ici aussi je vais essayer de voir dans quel secteur je peux effectivement travailler. Donc tout de suite j'ai trouvé une opportunité dans une société qui s'appelait Nous, qui vendait des produits multimédia tout au début. À l'époque, c'était un marché encore vierge. Il n'y avait pas tout ce bordel. J'ai vu que ça s'est beaucoup développé, mais maintenant, ce n'était pas les mêmes approches. Parce qu'à l'époque, les gens n'avaient pas tous ces services-là, Internet. Pour avoir Internet, il fallait aller dans un cybercafé. Mais aujourd'hui, tout le monde l'a chez lui parce que voilà, ça s'est beaucoup développé. Mais à l'époque, il y a 10 ans, peut-être 15 ans, c'était pas comme ça. Et j'avoue que dans ces périodes-là, on a beaucoup cartonné, comme on le dit. Ouais. Qu'est-ce qui vous ramène comme ça au Sénégal, dans un moment de solitude par exemple? Une musique, un plat de cuisine, un bon plat, j'ai envie de dire. C'est quoi? Un plat, le fuitef par exemple. Plus le plat que la musique ou autre chose? Bon, la musique, il y a Lalo Keba. J'aime bien ses chansons parce que je pense qu'il y a beaucoup de sens dans le discours, le son, le rythme, tout ça. C'est des choses, voilà, c'est une musique en tout cas qui me plaît beaucoup. Amadou Sylla, vous êtes donc le président de SOS Casamance, une association qui lutte pour la paix dans cette région du sud du Sénégal, en proie à un conflit armé depuis plus de 30 ans entre l'État du Sénégal et le MFDC. Les gouvernements se succèdent, font des promesses, mais on n'arrive pas à mettre un terme à cette guerre. On en est où aujourd'hui concrètement? On a entretenu une situation pendant 32 ans, sans pour autant que les citoyens que nous sommes, le Sénégalais lambda, puissent comprendre les tenants et les aboutissants de ce conflit-là. On le caractérise qu'il y a une rébellion parce qu'il y a des individus qui veulent l'indépendance d'une région. C'est l'argument qu'on essaie de servir à l'opinion pour que cette opinion, en tout cas, adhère à la thèse, effectivement, d'un conflit armé. Que peut-être... Donc l'argument de la revendication d'indépendance, c'est juste une revendication de forme ou pas? Est-ce qu'on est... C'est vraiment une revendication qui est d'actualité encore aujourd'hui? Je ne pense même pas que ça a été d'actualité. Le problème n'a jamais été posé. Alors, quelque part, maintenant, c'est peut-être parce que la Casamance, il n'y a pas qu'un groupe ethnique, il n'y a pas qu'un groupe religieux. On parle de la Casamance, c'est-à-dire du Kassa jusqu'au Fouladou.
Donc, quand on regarde tous ces gens-là, les Casamassés, vous les interrogerez, il y a des gens, ils se diront, mais écoute, voilà, moi, mon avis ne compte pas. On n'a jamais demandé mon avis, donc je suis pas là. Donc, ce qui fait que je pense qu'on a entretenu un problème, à la limite, qui n'avait aucun soubassement populaire, qui n'avait aucune revendication, qui n'avait pas de base. Mais c'est quoi alors les revendications du MFDC? Le MFDC, alors, vous savez, moi je pense qu'il y a eu de la manipulation quelque part. À la base, c'était des individus, des femmes et des hommes qui se sentaient victimes d'une expropriation de terre, qui se sentaient victimes peut-être de mauvais traitements administratifs. Voilà, que toutes ces frustrations qui existaient quelque part, bon, les gens en ont profité effectivement pour lancer un message, mais je pense que le message a été mal conçu et que la dynamique d'orientation aussi n'a pas été en tout cas bien maîtrisée. Et voilà, ça nous a conduit à une situation dans laquelle effectivement on s'est retrouvé pendant 32 ans, plus de 32 ans maintenant. Et puis on se rend compte au final que après 32 ans, concrètement, comment peut-on évaluer cette situation-là? Qu'est-ce que les Casamassés, dans le MFDC particulièrement, dans cette lutte de 32 ans, a apporté aux Casamassés qu'ils peuvent dire, voilà, nous avons telle chose grâce à ceci, grâce à cela. Et aujourd'hui, le constat est là. Le constat est là, c'est qu'on a vu un MFDC complètement divisé, où chacun négocie pour son compte. Voilà. Dans tout ça, où est l'intérêt des Casamassés? Dans tout ça, où est l'intérêt des populations? C'est la question que je me pose. Mais quand on regarde, en tout cas, tous les projets qu'on annonce pour le développement de la Casamance, mais rien n'est visible. Qu'est-ce qui est visible en Casamance aujourd'hui? Quand vous partez à Ziguinchor, vous allez dire que mais, grâce au conflit, nous avons pu réaliser ceci, nous avons pu réaliser cela. Tout ce qui se trouve à Ziguinchor, c'est dans une dynamique globale de développement du Sénégal. Mais il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de particularité. Donc ça veut dire que la situation de guerre a existé pendant 32 ans, mais le sentiment que ça donne, c'est que vous avez choisi vous-même de faire la guerre, vous assumez. Oui. Donc, mais pourquoi, selon vous, on n'arrive pas à trouver une issue définitive à ce conflit? Oui, mais parce qu'il y a trop d'intérêts en même temps. Parce qu'en fait, les gens ont appris avec effectivement la manipulation, parce qu'après on manipule le pouvoir, on manipule, ça peut être aussi l'armée parce qu'on a vu récemment avec les révélations du colonel Ndao, qui est assez éloquent. Donc ça veut dire que c'est tout un système qui a été mis en place, où il fallait les autres abuser sur les autres, et puis chacun essaie de préserver ses portions d'intérêt, et puis voilà, la situation est restée comme telle. Donc il n'y aura pas de solution, parce que pour qu'il y ait une solution, il faut qu'il y ait une reconnaissance des problèmes. Et l'État du Sénégal n'a jamais accepté de reconnaître effectivement la revendication indépendantiste du MFDC. Jamais. Pourquoi? Parce que pour lui, pour l'État du Sénégal, ça ne tient pas. Et malheureusement, le MFDC n'a jamais compris ça. L'État du Sénégal n'a jamais accepté de reconnaître une revendication indépendantiste. Parce que ça veut dire quoi? Si l'État du Sénégal acceptait effectivement de reconnaître cette revendication indépendantiste, cela impliquerait effectivement une autre attitude. Ça veut dire que les négociations effectivement se feront sur la base de ce principe, de cette reconnaissance de la revendication indépendantiste du MFDC. Or, toutes les négociations, en tout cas que nous avons en mémoire, qui se sont passées depuis 91, 92, 93, je ne sais pas, jusqu'en 2004, tout ce que nous avons entendu, le développement économique du Sénégal. Comme si, effectivement, les 32 ans de conflit que le MFDC, en tout cas, a mené en Casamance avec l'armée du Sénégal, servait effectivement à dire que oui, nous voulons le développement, donc nous utilisons les armes parce que voilà, personne ne nous écoute. Donc au final, on va négocier effectivement pour développer ici, pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Ça s'est tourné, tout le discours. Quand on regarde les documents officiels, en tout cas sur les différentes comment dirais-je, négociations ou les processus de négociation qui ont eu lieu, mais tout tourne autour du développement économique. C'est peut-être un peu un moyen de marginaliser, de minimiser le poids du MFDC, justement. Oui, mais je pense que le MFDC n'a jamais eu ce poids-là aussi. Il faut voir, parce que de toutes les façons, comment voulez-vous expliquer, vous êtes en conflit avec quelqu'un et que c'est ce dernier qui vous alimente, qui vous finance.
Ça aussi, c'est un problème. C'est l'État qui finance. Mais l'État est le principal bailleur du MFDC. C'est aussi un problème qui empêche. C'est un problème de crédibilité, c'est un problème de, mais c'est un problème. C'est-à-dire, c'est pas possible, c'est pas compréhensible. Ça, c'est important que les gens le comprennent comme ça. Que l'État est le principal bailleur du MFDC. Donc c'est l'État du Sénégal qui gère. Il le gère avec qui il veut. Donc l'État du Sénégal organise les choses comme il l'entend. Il prendra des gens qui accepteront des pacifistes, entre guillemets. Ouais, c'est la fameuse question des messieurs Casamance oui. Avec les valises d'argent qui circulent dans le maquis. Comment mettre fin à cette valse des négociateurs? Moi je pense qu'il faut que l'État soit sérieux, parce que ça me paraît fondamental, c'est-à-dire qu'il faut que l'État comprenne que en État, ceux qui ont la charge d'administrer l'État doivent comprendre que ils gèrent un État où ils n'ont que la confiance effectivement de leurs compatriotes, et que cette confiance-là est régie par une convention, par une constitution, j'allais dire, et que chacun doit veiller à ce que cet État-là qui est en bien commun, qui est en patrimoine commun, soit préservé dans ses intérêts. On a dit que depuis l'arrivée au pouvoir de Macky Sall, les négociations n'ont jamais aussi bien avancé. Aujourd'hui, Macky Sall peut-il mettre fin à ce conflit? Oui, mais vous savez, Macky Sall n'a pas la volonté de mettre fin à ce conflit. Macky Sall, ce n'est pas son ambition. Macky Sall, ce n'est pas son souci de mettre fin à ce conflit. Il a trouvé une solution en la personne de Salif Sadio, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Une fois qu'il règle ce qui l'intéressait, il a fait libérer ses soldats, les militaires qui étaient pris en otage. Ce qui l'intéressait, il a accepté, il a négocié un deal avec Salif Sadio. Une fois que cela est fait, il dit « Ok, moi, mon problème, je le règle comme ça ». Alors, donc, il n'y a pas de dynamique politique, il n'y a rien du tout. Donc, ça veut dire que Macky Sall, il ne faut pas rêver. Pourtant, lors de sa visite à Ziguinchor le 17 mars dernier, dans le cadre de son projet de développement de la Casamance, le président Macky Sall a dit vouloir accélérer le développement de la Casamance pour créer justement les conditions de retour de la paix. Certains disent que c'est une approche complètement folle. Les conditions propices au retour de la paix ne peuvent pas être mises en place sans la paix d'abord. Vous dites quoi, justement? Le retour de la paix en Casamance passe-t-il par le développement économique de la région, comme le pense Macky Sall, ou l'inverse? Oui, mais vous savez, ça dépend du problème qui est posé. Quel est le problème? Le problème, c'est on parle de paix. Pourquoi on parle de paix? Parce que tout simplement, il y a des gens qui sont armés. Il y a des gens qui ont les armes. Donc, quand il y a des groupes d'individus qui sont armés, pour une raison ou pour une autre, donc il y a une menace. Et que ces bandes-là se sont toujours exprimées par, effectivement, la pratique, l'exercice de la violence. Donc, on parle de paix, pourquoi? Parce que tout simplement, il faut que tous ces groupes qui sont armés, en tout cas, dont l'existence a créé beaucoup de problèmes avec des conséquences qu'on connaît sur les mines antipersonnelles, sur des questions de braquage, sur l'insécurité, tout ça. Le problème, c'est à ce niveau. C'est-à-dire comment on peut amener ces groupes-là à comprendre qu'il y a un moyen de s'exprimer autrement que par les armes. Donc, mettre en place un processus politique. C'est de cela qu'il s'agit. Oui. Un processus politique où chacun accepte de participer à ce processus-là avec des règles définies qui garantissent effectivement la liberté de chacun. Oui. Que celui qui a pris les armes pour participer, pour s'exprimer parce qu'il a un point de vue politique, que celui qui n'a pas pris les armes, qui a un point de vue politique à exprimer, que tout le monde soit garanti. Ceux qui sont pour l'indépendance, ceux qui veulent l'indépendance, ce n'est pas un crime de dire que nous voulons l'indépendance. Oui. Ils n'ont qu'à trouver les arguments de convaincre. Après tout, c'est le peuple. C'est aux populations de décider. Mais ces populations-là, malheureusement, sont prises en otage. Ces populations-là ne sont pas éclairées. Ces populations-là ne sont pas aidées à mieux comprendre la situation politique, en tout cas, qui existe sur le terrain et qui doit être, en tout cas, leur préoccupation. Et du coup, c'est devenu une affaire de copains ou une affaire. Mais quelle solution vous proposez, vous? C'est quoi les actions concrètes que SOS Casamance a menées ou mène actuellement en Casamance dans cette recherche de solutions
durable et définitive. Vous savez que le problème casamançais aujourd'hui, il y a des gens qui ont des points de vue importants, qui ont des avis intéressants, qui peuvent dire des choses, qui peuvent peut-être aider à solutionner le problème, mais qu'on ne peut pas entendre parce que tout simplement, il n'y a pas d'espace pour permettre à ces personnes-là de s'exprimer. Alors nous, notre combat, c'est effectivement qu'on arrive à créer cet espace, ce cadre d'expression qui permettra aux citoyens simples de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire son avis, de pouvoir contester et de pouvoir peut-être accepter je ne sais pas quoi, mais qu'il y ait un débat. Moi, je pense que la solution ultime résultera effectivement dans cet échange, dans ce dialogue entre citoyens de points de vue différents, dans ces confrontations d'idées, de façon pacifique, qu'on arrivera effectivement à dégager peut-être une dynamique et une solution définitive. Il faut quand même aussi qu'on arrive au moins à unir un peu le MFDC pour pouvoir discuter directement avec eux. Oui, vous savez, le MFDC a été détourné depuis le départ. Le MFDC, aujourd'hui, il y a Kourban Sané, qui va te raconter une histoire de MFDC que tu peux écouter. Tu peux écouter parce que tu peux voir un peu sa logique des choses. Et tu peux voir que c'est quelqu'un qui est peut-être collé à une démarche très ancienne du MFDC. Vous allez rencontrer un Salif Sadio qui a une autre logique. Vous allez rencontrer peut-être, comment il s'appelle, César Atoute-Badiat qui a une autre histoire du MFDC. Mais tout ça aussi, c'est-à-dire le MFDC, ce n'est pas un mouvement homogène, c'est pas, chacun a son histoire dans le MFDC. Donc chacun essaie de défendre le MFDC selon son histoire à lui. Oui. Sinon, je pense que toute cette division et cette multitude de factions n'existerait pas. Mais comme cette recherche d'espace de dialogue, comme vous disiez, il n'y a pas moyen de les amener à la table de discussion. Vous savez, le dernier mot, ma conviction, ce qui est quand même, ce qui doit être la vérité démocratique, le dernier mot revient au peuple. Oui. Il faut, dans cet échange, dans ce deal entre guillemets entre l'État et le MFDC, oui, il faut que les populations occupent leur place. Il faut qu'on arrive à donner la place qui revient à ces populations-là, tout en acceptant que les acteurs que sont l'État et le MFDC comprennent que quelle que soit leur volonté, rien ne peut être validé, rien ne peut être entériné si ces populations-là ne sont pas consultées et si l'avis de ces populations ne sont pas pris en compte. Donc je pense que cela est tellement fondamental que dans toute dynamique de recherche de solutions, il faut impérativement que ces populations-là, donc c'est un peu le rôle que nous jouons, que nous essayons en tout cas de jouer, et que la société civile de façon générale essaie en tout cas de faire, et que c'est dans ce sens aussi que moi j'invite chaque Sénégalais et chaque Sénégalaise à comprendre que la question du processus de paix en Casamance, ce n'est pas une affaire casamançaise, c'est une affaire sénégalaise. Si les Sénégalais le comprennent et qu'ils savent qu'un euro ou un centime qui a été injecté en Casamance provient de leur poche, et que cet argent-là doit être expliqué, comment ça a été géré, comment ça a été fait, et qu'il attache un intérêt par rapport à tout ça, parce que les militaires que nous finançons en Casamance, c'est l'argent du contribuable sénégalais, ça peut servir à développer l'éducation, ça peut servir à développer l'agriculture, ça peut servir... Pourquoi on va mobiliser tant d'argent pour financer l'armée sur une guerre qui n'est même pas une menace réelle pour l'intégrité territoriale ou pour la cohésion nationale. Donc moi je pense qu'il faut qu'on arrive à un débat de fond où tous les acteurs, tous les citoyens puissent en tout cas s'en approprier et que les solutions qui vont être proposées soient une solution qui émane de la base. Je crois que c'est la meilleure formule. Sinon, vous avez pensé quoi des révélations fracassantes, justement, on en parlait, du colonel Ndao dans son dernier livre, révélations notamment sur la gestion du dossier du conflit casamançais sous Abdoulaye Wade, surtout. Ça vous a surpris, étonné, inquiété, énervé ou pas? Non, enfin, moi ça ne m'a pas surpris parce que je pense que s'il y a des gens qui te disaient qu'il y avait de la corruption, qui dénonçaient des pratiques malveillantes ou malsaines, on faisait partie de ceux qui le disent. Et des fois, on disait que mais vous parlez trop, hein, vous dites des choses que les gens ne disent pas. Et c'est ça la réalité. Il a eu le courage de l'écrire. Il faut aussi dire que ce général, ce colonel, fait partie aussi du cerveau de ces officiers qui ont élaboré le système de militarisation de la Casamance. Il a une part de responsabilité lui aussi dans ce qui se passe en Casamance.
dans ce qui est advenu en Casamance, sauf que je pense qu'il est arrivé, il n'a pas été servi comme il a espéré être servi, et que les autres sont servis. Voilà, il s'est dit, bon, maintenant, puisque la situation m'a échappé et je ne peux plus devenir ce que j'ai rêvé dans ma vie en tant qu'homme de troupe, en tant que militaire, ça c'est vraiment le rêve de tout homme de tenue, hein, devenir, avoir des galons, devenir être consommé, tout ça. Mais bon, pour lui, il avait rêvé, il avait cru. Il y a lui, il y a aussi le nom de Macky Sall qui est d'ailleurs ressorti dans cette affaire. Oui. On a dit que justement il y avait un conflit d'intérêts entre Macky Sall, à l'époque il était ministre de l'Intérieur, et un autre groupe, le groupe de Abdoulaye Fall, je crois, ex-patron de la gendarmerie, aujourd'hui ambassadeur du Sénégal à Lisbonne. Donc question, Macky Sall n'est pas clean non plus dans l'histoire? Mais je pense que Macky Sall a géré des fonds en tant que Premier ministre, des fonds qui étaient destinés à la reconstruction de la Casamance. Ça a été géré d'une certaine manière et je pense que nous avons demandé à ce qu'il y ait un audit de la gestion du dossier casamancé et que chacun puisse expliquer ce qu'il a fait parce que c'est l'argent public. Donc, moi, il y a la présomption d'innocence. Moi, je ne vais pas accuser personne, mais je pense que ceux qui ont, aujourd'hui on parle au Sénégal des biens mal acquis, hein, on est en train de poursuivre les gens, de les arrêter. C'est très bien comme principe, mais il faut qu'on aille jusqu'au bout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 32 ans d'aventure où des milliards et des milliards ont été dépensés et qu'il n'y a pas de résultat, mais le bon sens voudrait effectivement qu'on s'arrête et qu'on demande à ces personnes-là, mais qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? Où est passé l'argent? Voilà, parce que moi je me dis, comment se fait-il que Macky Sall arrive au pouvoir d'un coup, il n'y a pas de braquage, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de coupure de route, il n'y a pas de... La violence est estompée. Quelque part, je pense que dans une république, dans une démocratie, on aurait pu ouvrir une enquête parlementaire pour comprendre. C'est très important parce qu'une république, elle fonctionne comme ça. On aurait pu, aujourd'hui, sur tout ce qui se passe en Casamance, que le Parlement s'en saisisse, que par exemple, un juge ait le courage de dire « mais ce problème-là, j'ai envie de comprendre. J'ouvre un dossier. Je vais interpeller toutes les personnes qui sont impliquées dans ça pour les entendre. » Vous êtes un proche de Nkrumah Sané, l'un des chefs de file du MFDC, dont on dit qu'il est l'un des obstacles, si ce n'est l'obstacle principal au processus de cessez-le-feu en Casamance. C'est vrai ou pas? Je ne pense pas qu'il est un obstacle. Comment je l'ai pratiqué? Bon, moi je l'ai appris à ma manière, contrairement à l'opinion nationale, contrairement à ce que j'ai dit. Mais je trouve que il est très humain, il est très attentif, il est intelligent, il est très politique. Donc il faut quand même reconnaître cela. Et lui, il a une vision politique de la résolution de la crise casamançaise. Et comme je vous ai dit, c'est un problème politique. Malheureusement, l'approche n'a jamais été politique. Et donc, du coup, ça crée quoi? On ne le voit pas du tout dans le processus de négociation. Mais parce que tout simplement, le processus de négociation n'a jamais été politique. Ça a été un processus. Vous pourrez par exemple réussir à le convaincre, à l'amener à la table des discussions. Mais vous savez, chacun. Ce n'est pas vous personnellement. Oui, mais vous savez, on a tenté à l'amener dans le processus et il n'est pas exclu. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est fermé au processus de dialogue, de négociation. Il a ses conditions, il a ses préalables qui ne sont pas de la mer à boire. Hein. C'est des préalables tout à fait solutionnables. Je ne vois pas pourquoi. Il y a une mauvaise volonté politique derrière. En tout cas, peut-être qu'il y a des gens encore, des groupes d'individus qui voulant défendre, en tout cas, qui veulent défendre leurs intérêts, sachant que Nkrumah Sané ne va pas effectivement favoriser la défense de leurs intérêts, mais n'ont jamais souhaité que Nkrumah soit dans le processus de paix. Donc il a été exclu carrément du processus de paix. C'est lui qui a été exclu. On l'a exclu, c'est pas lui qui ne veut pas venir. Alors, parce que moi j'ai participé à des choses, j'ai négocié, j'ai été un interlocuteur de l'État, en tout cas un émissaire de l'État vis-à-vis de Nkrumah, donc je l'ai écouté, je l'ai approché, je sais pertinemment que c'est quelqu'un qui avait une ouverture et qui était décidé à venir. Mais quand on est en négociation, je pense qu'il y a une attitude, il y a un comportement, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être fermé par rapport à ce que peut dire l'autre, sur un écart de langage ou sur un discours qu'on ne veut pas entendre. Il faut toujours jouer
comment dirais-je, de façon très prudente, en allant avec beaucoup de subtilité pour amener effectivement les positions à ce Conseil. Je pense que cela est valable pour toutes les parties. Autant les négociants, en tout cas ceux qui participent à la négociation, les facilitateurs, entre guillemets, doivent avoir une telle attitude, autant aussi les partis doivent être dans des dispositions pour que la dynamique se mette en route. Mais si il se révèle qu'il y a une partie qui pense que, bon, c'est normal, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, si le MFDC est financé par l'État du Sénégal, quand vous financez des gens, à des moments donnés, vous avez le sentiment de dire, mais attends, je ne vous suis pas. C'est à prendre ou à laisser. Et bon, quand on arrive à ce genre de situation, quelqu'un comme Kourman, il se dit, mais écoute, je ne vais pas accepter ça. Salif Sadio qui annonce un cessez-le-feu en mai dernier, dans l'avancée des engagements pris lors des discussions de Rome sous l'égide de la communauté Saint-Egidio. C'est une bonne chose, ça? Oui, mais c'est que Salif Sadio est positionné par Macky Sall. Donc c'est tout à fait logique, Salif est dans son rôle, parce que Macky Sall fait de lui un interlocuteur principal. Voilà. Donc tout le reste n'intéresse pas Macky Sall. La personne qui l'intéresse, qui a accepté de faire le deal avec lui, c'est Salif. Une fois que Macky valide ça, il dit Salif, tu es mon seul interlocuteur, tout le reste ne m'intéresse pas. Donc Macky a une démarche aujourd'hui qui malheureusement, on ne peut pas dire qu'effectivement c'est une démarche qui va dans le sens d'un processus de paix juste, équitable, et qui garantit un avenir pour la Casamance. Quoi qu'il en soit, Amadou Sylla, vous qui réussirez à amener Kourouma Sané à la table des discussions, Salif Sadio qui annonce un cessez-le-feu, ce n'est pas trop s'avancer que de dire que la paix en Casamance, c'est bien pour cette année. Je pense que tous les acteurs, en tout cas, que j'écoute, que je vois, chacun exprime effectivement une volonté de faire la paix. Donc maintenant, comment y arriver à créer une dynamique collective où chacun essaie de garantir cette stabilité-là? Je pense que c'est ça la grande question, c'est ça la grande réflexion. Et ça aussi, il faut faire confiance aux Casamançais. Je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour qu'ensemble, on construise cela, que ce n'est pas l'affaire de Kourouma Sané, ce n'est pas l'affaire de Salif Sadio, ce n'est pas l'affaire de Macky Sall, c'est l'affaire des Casamançais. Et chaque Casamançais doit poser effectivement sa contribution dans ce sens-là. C'est l'affaire des Casamançais. Il faut faire confiance aux Casamançais. Merci beaucoup, Amadou Sylla. C'est moi qui vous remercie, en tout cas, pour cette opportunité que vous m'avez donnée. Et puis, je vous souhaite en tout cas beaucoup de bonnes choses pour le développement de votre belle entreprise. Merci beaucoup. C'est moi, merci.